édition du journal. Merci de choisir la RTNC pour vous informer, mesdames, messieurs. Tout de suite, les titres. À Davos, Félix Tshisekedi veut positionner la RDC comme pays solution face aux défis mondiaux. Ce mardi, le président de la République a pris part au Forum économique mondial avec ses pairs, chefs d'État et leaders mondiaux. Et puis, un incendie a coûté la vie à 4 personnes au Nord Kivu. Le drame s'est produit dans un contexte déjà marqué par des fortes difficultés sécuritaires et humanitaires. L'origine de l'incendie serait un dysfonctionnement électrique à suivre dans ce journal. Enfin, la centrale hydroélectrique de Chikapa quadruple sa puissance électrique. Elle va passer de 1,6 à 4 MW d'ici fin 2026 et les travaux de grands caniveaux de conduite d'eau sont bientôt terminés. Ce mardi, le secrétaire permanent de l'UCN a voulu se rendre compte de l'évolution des travaux. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Invité à la 56e édition du Forum économique mondial à Davos en Suisse, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé ce mardi avec ses pairs, chefs d'État et leaders mondiaux aux travaux de cette rencontre de haut niveau qui débat sur les enjeux de la planète et définit ses priorités. Un reportage de Pierre Kibabé-Somé. Davos, une ville des Alpes suisses, a ouvert ses portes au Forum économique mondial qui accueille plus de 2500 participants, des décideurs mondiaux qui se réunissent sous le thème un esprit de dialogue afin d'aborder des défis de la planète avec notamment des leaders politiques et économiques majeurs. Invité parmi les chefs d'État leaders mondiaux à la 56e édition du Forum économique mondial, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu participer ce mardi 20 janvier 2026 aux côtés de ses pairs à cette rencontre de haut niveau afin de débattre des enjeux mondiaux et définir les priorités. La cérémonie du jour a été marquée par des allocutions de bienvenue et d'adresses spéciales. L'appel à une action collective confère au Forum économique mondial une importance particulière. Davos, une fenêtre stratégique, aura plus de valeur si le Forum économique mondial est utilisé comme un exercice de souveraineté narrative, imposer une lecture sécurisée des alliances de langage et convertir la présence en décision et suite vérifiable. La République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, pays solution, attend du Forum économique mondial concentrant les principaux décideurs politiques, économiques et médiatiques et une coopération plurielle sur une base non négociable de la souveraineté, des droits internationaux et des paix vérifiables. La 56e édition du Forum économique mondial, encore une rencontre annuelle où les dirigeants mondiaux vont discuter des grands défis sous le thème « Un esprit de dialogue ». Dotée d'un potentiel unique, la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique, choisit d'activer des partenariats stratégiques dans un cadre de dialogue fondé sur le respect de la souveraineté et de la paix durable, vérifiable. Au forum de Davos, la RDC s'est déployée dans tous les cercles d'influence pour mieux vendre la RDC au moment où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, était avec les grands décideurs dans la salle de conférence. Les membres du gouvernement, eux, étaient face à la presse sur les opportunités d'investissement en RDC. Giscard Koussema et Champion Dangui. Face aux médias et autres influenceurs intéressés par la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, son collègue de l'économie, Daniel Mokoko, et le ministre de Mines, Louis Watoum, ont vendu l'image d'une RDC, pays aux mille et une solutions et une terre d'opportunités d'investissement. Pour rassurer les investisseurs publics et privés, Jacques Chabani a évoqué d'importantes réformes en cours pour la restauration de l'autorité de l'État. Les processus de Doha et celui de Washington participent aussi à la restauration de l'autorité de l'État et une assurance de plus pour les investisseurs. Le patron de l'économie, lui, a insisté sur les indicateurs économiques encourageants en dépit du contexte de guerre. Dans la compétition technologique mondiale, la République démocratique du Congo a toute sa place. C'est le message principal adressé aux investisseurs. La RDC est un pays solution, au pluriel comme vous le dites, parce que
le potentiel disponible en RDC permet d'offrir des solutions au monde sur la plupart des grands défis mondiaux, changement climatique, transition énergétique, ainsi de suite. Mais ce sur quoi nous insistons ici à Davos, c'est le contenu concret que nous donnons à ce concept de pays solution. Et je vais, à l'opinion congolaise, je vais vous référer au plan national stratégique de développement qui guide nos efforts de planification du développement. Et ce plan national stratégique de développement a levé l'option pour la RDC de miser sur ses ressources extractives. Mais il y a en République démocratique du Congo des réserves de gaz, il y a en République démocratique du Congo des réserves pétrolières, il y a en République démocratique du Congo des réserves importantes de fer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous mettons l'accent sur ce grand projet naissant du projet minier de fer de la Grande Orientale. Pourquoi la Grande Orientale? Pas simplement pour casser ce focus qui est resté trop longtemps sur le cuivre et cobalt, donc en allant sur un autre minerai, mais aussi pour construire un couloir industriel. Pour sa part, le ministre des Mines, Louis Watoum, a démontré que la dotation minérale de la République démocratique du Congo est la meilleure au monde. Dans ces secteurs, d'importantes réformes permettent de transformer ces potentiels en vraies richesses. Plusieurs autres projets miniers attendent des investissements. Le grand message, c'est que la RDC est aujourd'hui un grand chantier où des réformes fortes sont en train d'être faites pour assurer la bonne gouvernance, la traçabilité et la transparence dans le secteur minier, mais également une administration efficiente pour pouvoir assurer les investisseurs que les lois et règlements de notre pays sont leurs meilleurs alliés pour assurer la garantie de leurs investissements et protéger leurs actifs miniers, de même leur garantir une stabilité fiscale. Mais au-delà de tout cela, nous sommes en train de prendre des mesures fortes également pour que des zones économiques spéciales avec des facilités douanières, fiscales, parafiscales et administratives et des guichets uniques soient installés pour que les investisseurs apportent des capitaux et la technologie et puissent travailler en toute tranquillité. Et au-delà de tout cela encore, puisque nous avons un grand travail à faire pour le retard en termes d'infrastructures et d'énergie, nous avons reçu de notre gouvernement l'autorisation d'avancer avec un projet de la Grande Orientale sur le fer, où on a plus de 20 milliards de tonnes de gisements de fer, pour pouvoir intégrer à la fois les chemins de fer, les routes, le gaz et tout ce qui vient avec. C'est donc une véritable offensive lancée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les membres de son gouvernement. Et sur initiative d'Africa Collective et la Banque africaine d'import-export, Afrixbank est sous l'égide du secrétariat de la ZECLAF. Le ministre des Mines, Louis Watoum, a pris part à une table ronde de haut niveau sur les ressources naturelles. Cédric Kenina. Davos 2026, la RDC fait entendre sa voix sur l'avenir stratégique des mines africaines. La République démocratique du Congo s'impose une fois de plus au cœur des débats mondiaux sur l'avenir de l'économie et de la transition énergétique. Louis Watoum Kabamba, ministre des Mines de la RDC, a pris part en tant que panéliste à une table ronde de haut niveau organisée par Africa Collective et la Banque africaine d'import-export, Afriximbank, sous l'égide du secrétariat général de la ZLECAf, et ce, en marge du Forum économique mondial 2026. Placé sous les thèmes « La trajectoire de l'Afrique vers un commerce stratégique, une finance innovante et une transformation numérique dans le contexte mondial en pleine mutation », cette rencontre a mis en lumière le rôle central des minerais critiques africains dans la configuration des chaînes de valeur mondiales et l'accélération de la transition énergétique. À Davos, Kinshasa envoie donc un message clair. Les minerais congolais ne sont pas seulement une richesse naturelle, mais un pilier stratégique pour le développement durable de l'Afrique et l'économie mondiale de demain.
Je l'ai dit au sommaire, 4 patients sont morts calcinés dans un incendie survenu à l'hôpital général de référence de Massissi dans la province du Nord Kivu. Selon les sources concordantes, le drame serait lié à un dysfonctionnement électrique. Parmi les 4 décès, il y a 4 enfants. En retour en image avec ce reportage. Un incendie s'est déclaré la nuit du 19 au 20 janvier 2026 à Massissi Centre, province du Nord Kivu. On assiste à un événement malheureux à cette heure, à ce moment même. Précisément, il est depuis 23 heures juste, vraiment, c'est très compliqué. C'est à l'hôpital général des références que le feu a été observé à partir des 23 heures locales, dévastant une bonne partie de la base médicale, ainsi que les garages de l'ONG Médecins Sans Frontières, les logements des infirmiers et autres habitations dans les voisinages. Les patients et autres personnes qui étaient sur place ont été évacués selon les sources locales de la société civile. Faute de logistique, la population n'a pas été capable d'éteindre ce feu. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, appelle la population d'Uvira au calme et à collaborer avec les forces de sécurité et de défense. Le chef de l'exécutif provincial a salué également la diplomatie agissante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Je suis ravi que la situation s'est stabilisée et pour ça, je tenais d'abord à remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de nos forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que de la police nationale congolaise. Aussitôt qu'on a discuté avec lui, il a décidé de renforcer les effectifs dans le territoire d'Uvira, mais aussi dans la ville. Et comme vous l'avez constaté, dès que les unités des FARDC se sont installées, le calme est vite revenu. Je tiens à féliciter ainsi nos FARDC ainsi que les alliés qui ont fait un travail fantastique. Ils ont protégé tout de suite la population civile et nous sommes ravis que les communautés qui se sentaient menacées, c'est-à-dire les communautés de nos frères et sœurs Banyamulenge, sont rentrés dans leur quartier, sont retournés dans leur maison. Nos FARDC, dès qu'ils sont rentrés, ils ont sécurisé leur quartier, ils ont remis ces gens dans leur maison, dans leurs biens. Et moi qui ai eu l'opportunité de discuter avec toutes les couches sociales qui composent la population d'Uvira, je suis ravi d'entendre que les Bashi, les Babembe, les Bafuliru, les Batembu, les Bavira, toutes les autres communautés, notamment les Babouari, travaillent et vivent ensemble comme avant. Dans le Grand Kasaï, les responsables des sociétés pétrolières, dont Seb Congo, la Sonaïdroc, Kobil et Sozir, se disent pleinement engagés dans l'installation des centres de stockage et stations modulaires, exprimant ainsi leur soutien à la vision du président de la République. Eric Kabamba nous en dit plus. Nous, en tant que Sonaïdroc, qui est la société nationale, qui est en fait le bras opérationnel de notre gouvernement en matière des hydrocarbures, nous sommes prêts à jouer notre rôle pour amener les produits ici. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures, était accompagnée de la ministre des Affaires foncières qui s'est engagée à nous donner un terrain pour essayer de planter des stations-service ici. Nous sommes dans une mission pour un développement très ciblé. Nous avons commencé par Ditou, il y a Mbujimai et nous sommes à Kabeya-Kamonga. Je voudrais en ce moment lancer un vibrant hommage et de vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, avec le développement des infrastructures qu'il a impulsées dans la province du Kasaï oriental et notamment dans la ville de Mbujimai, mais aussi dans la nationale numéro 1 qui va de Mbujimai jusqu'à Ditou, qui va passer de Ditou à Kanyama, Kamina. Nous venons de rouler sur une grande route qui est en construction. Et donc nous sommes très contents et nous allons suivre la vision de développement du chef de l'État en matière des infrastructures, mais notamment dans les domaines pétroliers. Les infrastructures qui sont en train de se mettre en place veulent accompagner cette organisation par la mise à disposition de gaz de cuisson qui rendra la vie facile aux ménagères et nous espérons qu'elles pourront en profiter et qu'on va réduire la déforestation. Il y a Sonaïdroc, il y a CEP et ceci. On accompagne l'avion de chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour un pays grand, fort et prospère.
La centrale hydroélectrique de Lungudi 2, je l'ai dit tantôt, située à Chikapa, verra sa capacité de production passer de 1,6 à 4 MW d'ici la fin de l'année 2026. Les travaux évoluent à pas de géant. Les travaux de construction des grands caniveaux de conduite d'eau sont exécutés à 80%. Et pour s'en rendre compte, André Mbata, secrétaire permanent de l'UCN, a effectué une visite d'inspection sur les lieux. Robert Ndeye-Chisense et Turbo Chimanga, nos envoyés spéciaux. La ville de Chikapa est réellement en chantier grâce à divers projets d'infrastructures routières initiés par les gouverneurs de province. Crispin Mukendi, ces travaux visent non seulement à améliorer la connectivité de la province, mais aussi à stimuler le développement économique de cette province, longtemps laissée pour compte. Ce mardi 20 janvier 2026, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betukume Soumangou et toute sa délégation ont visité les différents chantiers dans la ville de Chikapa. La centrale hydroélectrique de Lungudi 2 est en pleine construction d'un grand canal destiné à augmenter la capacité de production d'énergie passant de 1,6 à 4 MW. Un projet du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à améliorer l'approvisionnement en électricité. Le contrat que nous avons signé, en principe, d'ici novembre, donc on doit tout finir. Avec comme objectif Chikapa zéro délestage. Satisfaction du gouverneur de province, Crispin Mukendi, après la visite. À ce jour, en ce qui concerne la construction du canal, on est à 90%. Donc je suis satisfait parce que la construction du deuxième barrage qu'on appelle Lungudide, ça nous ramène de 1,5 à 6 MW. Donc une fois le barrage disponible, je peux rassurer le peuple kassaïen que le délestage, on peut oublier. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betukume Soumangou, accompagné des élus, ont effectué cette visite sur les sites pour évaluer les projets réalisés et discuter avec la société Sino Hydro des difficultés pour faire respecter le timing des livraisons de ce projet le 30 novembre 2026. Les ténèbres ne doivent pas régner pour toujours à Chikapa. Nous avons tenu, les collègues députés nationaux et sénateurs, à nous rassurer que tout se fait dans la vision du chef de l'État et ici avec le gouverneur. Nous reviendrons parce que ça doit se réaliser. Chikapa aujourd'hui sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le Kassai d'une façon générale doivent être différents par rapport à ce qu'ils étaient sous l'ancien régime de triste mémoire. Un autre chantier visité ce mardi 20 janvier 2026, c'est l'aéroport national de Chikapa. Le gouverneur et le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, accompagnés des élus, sont déçus. La société Horizon Corporation est en aventure à Chikapa. Les anciens chargeurs exposés pour tromper la vigilance sont colorés. Même pas une brique posée. Le chantier de la construction de l'aéroport n'a même pas démarré 12 mois après le passage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aéroport de Chikapa, les travaux n'avancent pas. Le projet Kin Elenda, un vaste complexe commercial et des espaces de divertissement, prend de plus en plus corps. Et pour s'en rendre compte, le coordonnateur de la cellule d'infrastructure au ministère des Infrastructures et Travaux publics a inspecté les 10 travaux. Cédric Kenina. Les coordonnateurs de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics, l'ingénieur Billy Chibambe, a visité ce mercredi 14 janvier les chantiers dans le cadre du projet Kin Elenda dans la commune d'Indjili. L'objet de cette visite était de faire le suivi de l'évolution des travaux sur terrain. À son arrivée à l'accueil à la maison communale d'Indjili, le coordonnateur a suivi avec attention les explications sur l'état des lieux de travaux avant de visiter tous les compartiments de cet immense complexe. Nous remercions à cette occasion son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. C'est grâce à sa vision qu'aujourd'hui, la commune d'Indjili est en train de bénéficier de ces bijoux. Pour les coordonnateurs de la cellule infrastructure, le constat fait que les travaux avancent à un bon rythme et que le délai de sa livraison prévu à la fin de ce mois de janvier sera tenu. Les travaux ont été exécutés suivant les dispositions du projet Kin Elenda, qui était de construire une maison communale qui puisse respecter les standards
Après la maison communale, les coordonnateurs de la cellule infrastructure a visité la place Sainte-Thérèse où un complexe sportif est en train de prendre corps. De manière générale, les travaux sont réalisés à près de 60% et leur achèvement sera réalisé suivant les prévisions du projet. Enfin, les coordonnateurs de la cellule infrastructure a visité l'avenue Maître Croquet en cours de construction. Cette route qui était impraticable pendant plusieurs années est à présent un boulevard moderne. Les derniers tronçons de l'avenue, longue de près de 4 km, sont en cours de finalisation, on le voit. Kinelinda, projet du gouvernement congolais réalisé avec l'appui de la Banque mondiale, entend améliorer la qualité de vie de la population par la réalisation des infrastructures de qualité répondant aux besoins de la communauté. Les habitants de la partie centre-sud de Kinshasa vont bénéficier de l'eau potable grâce aux modules 2 et 3 de la nouvelle usine de traitement d'eau de Binza-Ozone. Des travaux de jonction de réseau Ozone-Makala sont largement avancés et ceux de réhabilitation et pose de conduite d'adduction d'eau potable sont presque terminés, nous dit Serge Mata. Sur le terrain, les équipes de la société chinoise Witech s'activent pour la jonction des deux réseaux Ozone, Makala, la pose des nouvelles conduites d'adduction d'eau potable et de la réhabilitation ainsi que de l'extension des réseaux de distribution de la régie des eaux pour que l'eau produite par l'usine de Binza-Ozone arrive effectivement au robinet des abonnés. Pour nos amis qui sont vers la partie ouest, il n'y a pas de problème parce que là, tout est déjà presque opérationnel. C'est un module de 110 000 m3 par jour qui alimente la partie ouest. Mais nos amis qui sont dans la partie centre et sud, ces gens-là, ils ont deux modules qu'on a pu laisser à travers la ville. Alors ils ont 220 000 m3 par jour. Cette nouvelle ligne, qui sera alimentée par les modules 2 et 3 du complexe industriel de Binza-Ozone, va permettre l'approvisionnement en eau potable de plus de 5 millions d'abonnés de la partie centre-sud de Kinshasa. Et ce, à partir du grand réservoir de Makala d'une capacité totale de 24 000 m3 d'eau par jour. Ces derniers n'attendent que la fin de tous ces travaux de réhabilitation des réseaux et des poses de conduites d'eau potable qui sont en cours. Qui n'a jamais fonctionné depuis qu'on a construit ces réservoirs-là. Maintenant que l'eau va venir ici, dans ces réservoirs ici, une partie de l'eau va maintenant rentrer vers la partie basse pour alimenter nos amis qui sont dans la partie centre-sud, notamment Ngirengire, Kassavubu. Ça va même aller juste au niveau de Yolo. Donc nos amis de Salongo, qui sont séparément vers le campus, n'auront même plus de problème d'eau avec cette usine de l'ozone. C'est la raison pour laquelle la régie des ESA appelle la population bénéficiaire à faire preuve de patience et de collaboration pour améliorer la situation. L'exploitation prochaine de cette ligne va concrétiser sensiblement sur le terrain la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du gouvernement de la République qui prône l'accès à l'eau potable pour tous. Le réseau électrique de la ville de Bandundu est en pleine réhabilitation. Les équipes de la SNEL sont à pied d'œuvre pour renforcer les installations électriques dans cette deuxième ville du Kwilu. Yvette Makoutima, dans un commentaire de Cédric Kenina. Bandundu-ville s'illumine. La SNEL à l'œuvre pour un réseau moderne et stable. À Bandundu-ville, dans la province du Kwilu, la demande en électricité ne cesse de croître. Pour y répondre, la SNEL SA intensifie ses travaux de construction et d'assainissement du réseau électrique. Sous la coordination du directeur provincial de la SNEL Bandundu, l'ingénieur Prosper Bakoukou, plusieurs projets structurants sont en cours afin de renforcer l'électrification de la province du Kwilu et du Grand Bandundu. Nouvelles cabines électriques, installation de nouvelles agences, modernisation des équipements, les chantiers s'activent à un rythme soutenu. La plus grande réalisation que nous voulons réaliser, c'est le placement de compteurs à prépaiement. Je crois que ça va vraiment aider la population de la ville de Bandundu et ça va aussi augmenter les taux de recouvrement. Tout ce que nous faisons, ça demande beaucoup de moyens. Grâce à l'alimentation en provenance de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, la ville de Bandundu et ses environs bénéficient désormais d'une fourniture en énergie électrique 24 heures sur 24. Un soulagement majeur pour les ménages, les services publics et les activités économiques. Parallèlement, la direction provinciale de la SNEL Bandundu met en œuvre le vaste programme d'assainissement du réseau électrique initié par le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Luomba Mouba. Nous avons implanté 3 nouvelles cabines que vous allez voir et nous avons assaini dans des quartiers Monisco, dans des quartiers Villebasse, quartier Malebo, quartier Salaminta et un peu au quartier Caravane. Donc on a fait en tout cas
Actuellement, dans le réseau basse tension, c'est plus de 5000 mètres déjà assainis. On va continuer l'opération. La ville de Bandundu va accueillir un grand événement et nous sommes là pour montrer aux Congolais que le travail à la SNEL s'est fait et il s'est fait correctement. Remplacement des câbles vétustes, des transformateurs et sécurisation des installations. L'objectif est clair, stabiliser et fiabiliser durablement les réseaux. Et dans la province du Tanganyika, une nouvelle étape vient d'être franchie dans la quête de la paix. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a procédé à l'installation d'un cadre de concertation pour la paix et l'appui du programme dans le territoire de Ngunzu. Un reportage de Peggy Mukunda. Le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS tient à tout prix à accélérer le processus de consolidation de la paix et de la stabilisation à travers l'installation du cadre de concertation pour la paix et l'appui au programme CCPAP. Ces derniers viennent de voir les jours dans les territoires de Ngunzu. Nous sommes bien dans les Tanganyika, où l'installation officielle de cette structure d'accompagnement et d'appui au programme a eu lieu au cours d'un atelier organisé par le PDDRCS. Les participants issus des diverses couches socio-professionnelles viennent d'être sensibilisés et conscientisés en vue d'une mise en œuvre efficace du PDDRCS. Les CCPAP contribuent à l'amélioration de l'environnement sécuritaire à travers des échanges réguliers et inclusifs entre les différentes parties prenantes, les structures étatiques, les autorités coutumières ainsi que la société civile ont salué les efforts du PDDRCS pour son opérationnalisation effective dans les territoires des Ngunzu. Les CCPAP dans cette partie du pays résultent de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le premier vice-président du Sénat et président national de l'Union pour les valeurs tshisekédistes a procédé à l'installation officielle du nouveau comité de l'UVT Kasaï oriental. Une occasion pour José Kalalawa Kalala d'inviter le nouveau comité à traduire la vision du parti en actions concrètes pour le bien-être de la population. Regardez. L'Union pour les valeurs tshisekédistes a officiellement installé son nouveau comité provincial du Kasaï oriental lors d'une cérémonie politique de grande envergure tenue au siège du parti à Mbujimaï. L'événement a été présidé par le président national José Kalalawa Kalala, marquant une étape stratégique majeure dans le renforcement de l'implantation du parti au cœur de cette province clé. Devant une foule de militants, cadres et sympathisants, le président national José Kalalawa Kalala a procédé à l'installation solennelle des membres du comité, les exhortant à faire de l'UVT un parti de proximité solidement enraciné dans les quartiers, les communes, les territoires, jusque dans les zones les plus enclavées du Kasaï oriental. Il a également insisté sur la responsabilité historique du nouveau comité, appelé à traduire la vision du parti en actions concrètes au service des populations. Nous vous rassurons qu'avec l'ensemble de mon équipe investie avec moi, UVT sera visible et plus que visible dans chaque coin et recoin de la ville de Mbujimaï. Moment de forte émotion et de mobilisation, le président national José Kalalawa Kalala a procédé à une remise surprise des motos aux responsables du comité provincial. Ce geste fort vise à améliorer la mobilité des cadres du parti et à faciliter l'implantation effective de l'UVT dans les fins fonds de la province du Kasaï, souvent difficile d'accès. J'ai une surprise pour le nouveau comité. Des motos pour implanter les partis. À travers l'installation de son nouveau comité provincial, la dotation en moyens logistiques et la réalisation d'infrastructures scolaires, l'UVT envoie un message clair. Le parti est présent, organisé et déterminé à accompagner les populations du Kasaï oriental sur la voie du progrès. Les travaux d'évaluation des mandataires de l'Office de gestion du fret multimodal pour le second semestre 2025 ont démarré ici à Kinshasa. Cette rencontre vise à examiner la qualité de l'exécution des mandats spéciaux dans le cadre de la modernisation du système de gestion du fret en RDC. Eric Kabamba pour ce reportage.
Face aux irrégularités dans l'exécution des mandats spéciaux, l'Office de gestion du fret multimodal hausse les tons. Ces travaux d'évaluation des mandataires du deuxième semestre 2025, ouverts par le directeur général William Kazumba Mayombo, sont axés sur la rigueur, la modernisation et la redevabilité. Réunis du 20 au 22 janvier 2026, ces mandataires, cadres, responsables de l'EGFREM passent en revue la qualité des prestations réalisées dans un contexte marqué par la digitalisation du système de gestion du fret. Au cœur des échanges, la modernisation du système et le renforcement de la souveraineté numérique et financière du pays. Le directeur général s'est montré ferme face aux pratiques jugées inacceptables de certains mandataires, notamment les non-respects de la grille tarifaire, les incohérences dans les données, ainsi que le retard dans le prélèvement de fonds. Un retard évalué à plusieurs millions de dollars américains. Des manquements qui, selon l'Office, portent préjudice à l'État propriétaire. J'exhorte particulièrement les mandataires concernés par des situations de créance à prendre toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en règle préalablement à la mise en œuvre du nouveau cadre de collaboration induit par la modernisation de notre système. Face à cette situation, le GFREM annonce l'accélération des réformes en matière de digitalisation et des contrôles, tout en prévenant que toute violation intentionnelle des dispositions contractuelles exposera les contrevenants à des sanctions sévères. Enfin, plusieurs actions caritatives ont été posées en faveur de la population. L'Église néo-apostolique district du Sud-Est, à travers son représentant légal, Chichi Tshisekedi, s'aligne dans la vision de développement et de la paix en République démocratique du Congo. Une fois de plus, Eric Kabamba. La paix et le développement de la République démocratique du Congo figurent parmi les priorités majeures de l'Église néo-apostolique. Un engagement qui s'est traduit par des actions concrètes en faveur des populations vulnérables à travers le pays. Parmi ces initiatives, une assistance humanitaire apportée aux pensionnaires de l'ex-EFO des Kananga, la distribution des vivres et non-vivres aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma en 2021, ainsi qu'un appui aux familles déplacées du camp de Kanyaruchinya. La population de Massissi avait également bénéficié à l'époque d'une prise en charge gratuite de l'électricité pendant 1 mois. Au-delà de l'humanitaire, l'Église néo-apostolique mise aussi sur l'encadrement de la jeunesse, la promotion de la jeune fille et la formation de la femme leader. Sous l'impulsion de son représentant légal pour le sud-est du pays, l'apôtre des districts Chichi Tshisekedi, fort de 33 ans d'exercice ministériel, ses actions ont été couronnées par la mise sur pied de l'un des plus grands orchestres symphoniques d'Afrique, capable d'accompagner des événements de haut niveau et d'accueillir des visiteurs internationaux. À travers ces initiatives, le leadership national et international de l'Église néo-apostolique réaffirme sa sensibilité aux besoins sociaux de base des populations congolaises. Et puis ce communiqué de la présidence de la République, avant de nous quitter, le cabinet du chef de l'État porte à la connaissance de l'opinion publique qu'un groupe d'individus se présente frauduleusement sous l'appellation Direction générale des contrôles économiques, financiers et administratifs, s'emploie à tromper la population en prétendant à tort qu'il s'agit d'un service rattaché à la présidence de la République. Le cabinet du chef de l'État dément catégoriquement et avec la plus grande fermeté l'existence de cette prétendue structure. En son sein, aucune entité de cette dénomination n'y est reconnue, ni de près ni de loin. Il s'agit d'une association fictive montée de toutes pièces dans un objectif clair: escroquer, estorquer et abuser de la confiance des paisibles citoyens en usurpant l'autorité, le nom et l'image des institutions de la République. Plus grave encore, dans le cadre de leur entreprise criminelle, ces individus ont réussi à organiser et à mener certaines activités dans quelques provinces de la partie est du pays, en se livrant à une manipulation grossière et à une instrumentalisation inadmissible de la
crédulité publique. Le cabinet du chef de l'État rappelle avec la plus grande rigueur que la présidence de la République ne reconnaît nullement cette structure et que tous les actes, documents, convocations, démarches ou prétendues missions posées en son nom sont nuls, frauduleux et ne l'engagent en rien. En conséquence, le cabinet du chef de l'État met en garde la population et l'appelle à une vigilance maximale. Il invite chaque citoyen à rejeter systématiquement toute initiative, collecte, convocation, intimidation ou activité émanant de cette prétendue DGECEFA et à dénoncer immédiatement ses auteurs auprès des autorités compétentes, services de sécurité, police, parquet. Le cabinet du chef de l'État informe enfin que les poursuites judiciaires seront engagées sans complaisance contre les auteurs, instigateurs, complices et bénéficiaires de ces actes conformément aux lois de la République. C'est un communiqué signé Anthony Kinzo, directeur de cabinet. Vous suivrez juste après ce journal la lecture des ordonnances présidentielles qui seront lues par Roger Kalinga Kazadi, porte-parole adjoint du président de la République. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Gauthier Kiassi l'a rédigé pour vous sous la direction de Jacques Kaboba et Guy Matundu. Cédric Kenina et à la coordination, Pascal Chicho et André Ndjeka l'ont réalisé pour vous. Je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. 23h, retrouvez Gaëtan Magalani.